et bienvenue sur le sommet de la naissance d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous faire découvrir Jacqueline Lavillonnière qui est pour moi la référence dans la pratique du métier de sage-femme en France. Elle va vous parler de l'importance de savoir vous adapter à l'imprévu pour cultiver une certaine forme d'autonomie. Jacqueline est sage-femme, c'est son métier, sa passion, sa vie. Sa présence est un réel soutien pour bon nombre de sages-femmes. Elle est un peu comme notre mère, celle qui sait. Son expérience et la justesse de sa pratique lui ont permis de s'engager pendant des années auprès des pouvoirs publics pour promouvoir une maternité bien portante et dessiner la juste place des sages-femmes dans la périnatalité. Et en même temps, elle est pleine de bon sens et de simplicité. Pour elle, toute naissance doit rester une joie, quelle que soit la manière dont elle se déroule et le lieu où elle se passe. Elle vous invite, en tant que parent, à trouver une autonomie pour vous permettre, sans lutter, de vous faire respecter. Elle vous propose de porter un autre regard sur la grossesse et de découvrir ce qui est demandé à la femme pour devenir mère. Elle vous partagera sa foi absolue dans le bébé qui sait se mettre au monde. Elle vous donnera des astuces pour faire de la sage-femme une alliée bienveillante. Et vous prendrez conscience de l'importance de la place du Père comme gardien du seuil. Alors, vous laisserez-vous toucher par la confiance qu'elle a dans cette trinité Père, Mère, Enfant? À tout de suite et laissez-lui vos commentaires sous la vidéo. Bonjour Jacqueline. Bonjour Maïti. Et bienvenue dans l'espace du sommet de la naissance d'aujourd'hui. Merci. Je suis très heureuse de t'y accueillir, de te revoir aussi, puisque c'est une occasion pour moi. Et j'aime bien parce que tu as intitulé ton intervention « S'adapter à l'imprévu ». S'adapter à l'imprévu. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est la profonde confiance que je t'ai toujours vue réveiller aussi bien chez les sages-femmes que chez les pères, chez les mères. Et est-ce que s'adapter à l'imprévu, c'est aller chercher cette confiance? Est-ce que la grossesse, c'est un chemin vers ça? Oui, s'adapter à l'imprévu, pour moi, c'est essentiel parce que quel que soit le niveau de conscience que chacun de nous, chaque femme, chaque homme peut avoir, la mise au monde d'un enfant, je dirais que à la fois du côté de l'enfant, c'est puissamment une incarnation, c'est-à-dire extrêmement, pour la mère, c'est extrêmement physique, c'est vraiment un temps très fortement marqué par une expérience du corps, et avec des imprévus que la société actuelle d'ailleurs essaye de gommer au maximum en décidant par exemple de la date de naissance. Mais l'adaptation qui me paraît absolument essentielle, c'est justement par déjà petit 1, de ne pas savoir toujours à quelle heure exactement la fécondation a eu lieu, si je pars du point de départ, de ne pas savoir non plus à quelle heure naîtra cet enfant 9 mois plus tard. Or, cet enfant qui s'installe là, dans le corps, dans l'utérus d'une femme pour croître et arriver à son terme, etc., va enclencher d'une part chez la femme elle-même toute une série de grands changements auxquels elle va devoir s'adapter. C'est pour ça que je parle d'adaptation. Du côté de l'homme, je pense que l'adaptation, ça va être justement un bouleversement progressif de la reconnaissance de sa compagne qui peut tout à coup être complètement modifiée par tout ce qu'il avait l'habitude de rencontrer jusqu'alors. Et puis le jour de l'accouchement, encore une fois, c'est traverser un océan en pleine tempête. Il faut avoir une confiance absolument fantastique dans la capacité de l'un à se mettre au monde, de l'autre à lui ouvrir la voie et le troisième à l'accueillir. Donc c'est quelque chose qui me paraît extrêmement à travailler tout au long de la grossesse. Parce que physiquement, il y aura besoin, d'ailleurs c'est un peu le travail que nous avons à faire en tant que professionnels, de veiller à l'adaptation
de cette formidable tsunami qui se joue là pendant 9 mois et qui aboutit donc à cette mise au monde. J'aime bien faire des comparaisons avec la nature parce que nous en sommes partie intégrante totale de cette nature aussi. On n'est pas tout à coup un être supérieur ou différent, on appartient à une immensité, je dirais, qui n'est pas bactérienne mais sans doute beaucoup plus vaste que ça, qui interagit surtout sur nous. Donc je pense que l'être humain, il est tout aussi brassé, traversé par tout ce qui brasse en fait l'univers. Voilà. Et que la mise au monde d'un enfant, c'est une ponctuation dans un quotidien. Alors on peut le voir de manière microscopique ou macroscopique, évidemment, à l'échelle de l'univers, comme on peut le regarder à l'échelle de la singularité d'une famille, d'un corps de femme, d'un homme qui l'accompagne et d'un bébé à venir au monde. Mais tout ça va se faire, donc, si je fais une comparaison avec la nature, avec des montées progressives en puissance, arriver à des sommets, puis des redescentes. C'est le rythme, par exemple, des contractions, mais c'est aussi la puissance de la montée visible de l'expansion, je dirais, visible du ventre de la femme qu'on va voir petit à petit devenir très gros et qui tout à coup va s'effondrer parce que l'enfant sera dehors, etc. Donc ces mouvements qui sont extrêmement le mouvement du vivant aussi, cette ondulation me paraît être la base même d'une nécessaire adaptation au quotidien. Voilà. C'est-à-dire que tout à coup, une petite graine germe là, au plus profond du corps d'une femme et va enclencher de manière immédiate une série de transformations chez cette femme qui donc va devoir les accueillir et s'y adapter. C'est d'ailleurs, je le répète, une de nos fonctions de vérifier que tous les grands appareils de la femme qui accueillent cette graine, donc cet enfant en devenir, vont être concernés, que ce soit l'appareil vasculaire, l'appareil respiratoire, l'appareil rénal, enfin tous les appareils, et bien entendu l'appareil cérébral, à la fois parce que c'est lui qui va être concerné, ce cerveau, par les interactions hormonales entre la mère et son petit, mais aussi parce que émotionnellement, il va falloir faire la place tout à coup à cette nouveauté, à celui qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a cette petite graine, comme tu dis, qui arrive. Et effectivement, la place que la femme a à faire, mais elle a à le faire aussi bien dans son corps que dans sa tête. Que dans sa tête, dans ses émotions. Et du coup, qu'est-ce qui lui est demandé à la femme ? C'est une question difficile que je te pose, enfin pas. Qu'est-ce qui lui est demandé quand il y a effectivement un petit être comme ça qui arrive ? Ça touche apparemment tous ses systèmes. Mais il lui est demandé à la fois de se laisser faire par plus grand qu'elle. C'est assez fantastique. Quand on est dans une perspective de tout contrôle, là, tout à coup, on va avoir du mal à contrôler, puisque, alors c'est une comparaison que peut-être un petit peu audacieuse, de considérer que l'enfant colonise le corps de sa mère à son profit, mais quelque part, l'enfant, dès que l'œuf de départ est sain, et c'est la grande majorité, eh bien, il va tout mettre à son profit de ce que la mère va pouvoir lui offrir, je dirais presque à son insu, sans pour autant la mettre en danger. Et qu'il est peut-être de la responsabilité de cette femme de revisiter un petit peu ses modes de vie, entre autres, pour pouvoir ne pas se mettre en danger. J'entends très régulièrement des femmes avoir peur pour leur bébé, et moi j'ai plus peur pour elles que pour le bébé, parce que le bébé, on peut lui faire une confiance totale. Dès qu'il s'est installé là, on sait qu'il va pouvoir mener cette affaire à son terme pour son plus grand profit, je dirais. Par contre, la maman, si elle s'adapte mal, si elle a des difficultés à accueillir cet enfant dans son corps ou dans sa tête, va être en difficulté. Et c'est bien là qu'il va falloir être vigilant pour l'accompagner
et la protéger, l'aider à se protéger, l'aider justement à remettre peut-être des petites choses en ordre pour qu'elle ne subisse pas les conséquences. Du coup, qu'est-ce qui va être important pour cette femme pour favoriser cette adaptation ? Alors quand je parle de se laisser faire, j'ai envie de partir par exemple du premier trimestre de la grossesse, où tout à coup, alors que parfois elle n'a pas encore conscience qu'elle est habitée, ouais. Tout à coup elle est inondée suffisamment de manière presque envahie par des hormones qui sont sécrétées par justement la présence de cet enfant. Ça commence par un corps jaune, ça continue avec le placenta. Et cette invasion hormonale va lui imposer, alors j'entends régulièrement qu'elle se sente fatiguée. En fait, c'est pas de la vraie fatigue, ou tout au moins j'aime bien aller à la pêche de ce qu'elles entendent par fatigue. Tout à coup, un rythme nouveau leur est imposé. Elles ont envie de dormir beaucoup plus que d'habitude. Tout leur organisme va tout à coup avoir un besoin de ralentir son rythme. Ça lui est imposé, encore faut-il qu'elle accueille ça, et qu'elle écoute ça, et qu'elle se laisse faire ça. C'est-à-dire que ça va être toute une nouvelle peut-être organisation de sa vie pour qu'elle entende et qu'elle respecte que tout à coup il lui est imposé de ralentir son rythme. Qu'elle va devoir dormir plus souvent, et c'est normal. Qu'elle va peut-être mettre beaucoup plus de temps à digérer. En fait, tout va être d'un seul coup au ralenti. Et en même temps, du coup, par rapport à sa manière de faire à l'extérieur, par rapport à une vie sociale, par rapport à un travail, par rapport à une famille ou des choses comme ça, c'est aussi tout ça qu'elle lâche. C'est sa représentation sociale qu'elle lâche. Alors, est-ce que c'est sa représentation ? Souvent, oui. Quand elle a un travail et qui lui demande une hyperactivité, tout à coup, elle peut se sentir tout à fait en difficulté face au regard qu'on va porter sur ce changement. J'entends là, par exemple, qu'il y a la femme d'affaires, par exemple, pas toujours hyperactive, à qui on dit d'ailleurs, parce que c'est le discours officiel, que la grossesse n'est pas une maladie, qu'elle va avoir beaucoup de mal, justement, à s'autoriser à ces somnolences. Par exemple, après le repas du midi, ou à ses envies irrépressibles de s'endormir à 17h alors qu'elle devrait finir son travail à 18h, qu'elle va rentrer chez elle aussi et qu'elle ne va pas avoir l'énergie de faire tout ce qu'elle a l'habitude de faire, et que la première chose qu'elle aura envie de faire, c'est de prendre un bain ou une douche et puis d'aller se coucher. Enfin, tout ça va être tellement bousculé dans sa vie quotidienne qu'elle ne va pas toujours se l'autoriser. Donc du coup, se cravacher quelque part, et pour non pas, ça mettra jamais en danger sa grossesse, mais ça pourrait la mettre elle-même en danger. Et j'ai envie de dire que si elle-même se mettait en danger, ça pourrait pour le coup avoir des incidences sur la grossesse elle-même et sur l'enfant. Oui, mais ça passe d'abord par elle. Ça passe d'abord par elle. Ouais. Alors qu'elle a toujours l'impression. Alors il y a la femme qui se prend pour un vase sacré. Elle en est peut-être un, oui, puisqu'elle protège la vie et qu'elle fabrique du vivant 24 heures sur 24. C'est quand même pas banal comme travail. Et que ça, moi, ça me paraît un travail suffisamment énorme pour que ça mérite du respect de nouveaux rythmes. Encore faut-il que l'ensemble de la vie sociale qu'elle a puisse l'entendre et qu'elle puisse elle-même l'accepter et le faire accepter. Et c'est souvent ce qui est difficile, c'est que la femme a tellement l'habitude d'agir et de faire beaucoup que lorsqu'elle ralentit, très souvent c'est parce qu'elle est malade. Et là, comme on dit, la grossesse n'est pas une maladie, c'est comme si, du coup, j'ai pas le droit de ralentir. Mais d'ailleurs, je suis très touchée par le fait qu'elles me disent qu'elles sont épuisées, qu'elles sont fatiguées. Et j'aime bien aller décortiquer ce qu'elles entendent par épuisement. Est-ce qu'elles font plus de travail que d'habitude ? Est-ce qu'elles sont... est-ce qu'il y a un motif particulier qui, pourrait les rendre plus fatiguées ? Le seul motif, c'est la grossesse, effectivement. Accueillir toutes ces nouveautés, c'est à chaque trimestre il y a effectivement de la grossesse, il y a des adaptations à avoir. Les plus gros changements qui vont avoir lieu de manière invisible justement sont bien pendant le premier trimestre. Elle est la seule à les percevoir, mais de l'extérieur il n'y a pas encore ce ventre qui grossit, elle ne sent pas non plus encore l'enfant bouger, donc c'est vraiment un accueil de quelque chose qui n'est pas encore matérialisable véritablement de l'extérieur, d'où parfois cette difficulté que peuvent avoir les femmes. Et pourtant, on est en marche vers la mise au monde.
Déjà, bon, qu'est-ce qui va se transformer pendant ce premier trimestre? Donc, il y a les somnolences parce que tout son organisme va être mis au ralenti. Et ce ralentissement, il est prévu, je dirais, pour la mettre justement sur le chemin de l'accueil d'un enfant. Un enfant, quand il sera là, va l'obliger aussi à changer sa vie sociale. Donc, il y a quelque part là déjà quelque chose qui s'installe. Oui. D'accord? Oui. Comment dire? Dans son organisme, j'aime bien aussi leur dire combien il est naturel que de temps en temps, elles aient du mal à s'adapter, notamment, par exemple, au niveau du tube digestif, les nausées, les petites choses comme ça. Mais en fait, elles sont là pour lui rappeler que son tube digestif fait un travail énorme aussi pour permettre à l'enfant d'avoir tout ce dont il a besoin. Ben, ça veut dire que son tube digestif va s'allonger en surface d'absorption, par exemple. Ça, c'est un travail de fou, quoi, qui fait que c'est pas étonnant qu'elles aient du mal à intégrer ça. Donc, il faut aussi se calmer le jeu, changer son mode d'alimentation pour accueillir ça. Et voilà, c'est quand même une surprise. On n'est pas souvent prêt à entendre ça quand on débute une grossesse. On en a peut-être jamais entendu parler. Sa respiration est modifiée aussi, tout simplement parce que c'est un peu comme si elle avait couru un 100 mètres, mais simplement parce que son volume sanguin tout à coup est augmenté. Enfin, pas d'un coup, ça se passe sur les 3 premiers mois. Et ça va lui faire battre le cœur plus vite, ce cœur qui va apporter tout ce qu'il faut aussi, niveau vasculaire, à son placenta. Enfin, tout ça va faire qu'elle va avoir du mal à se reconnaître. Et que ce sont autant de surprises quotidiennes qui vont l'amener à se projeter dans qu'est-ce qui va arriver après, quoi. Donc tout ça se stabilise un petit peu au cours du deuxième trimestre. Mais au premier trimestre, c'est massif et c'est surprenant. Et j'ai presque envie de dire que ce qui arrive au premier trimestre est tellement massif et surprenant que c'est aussi une préparation de ce qui va être massif et surprenant le jour de la naissance ou au moment de la naissance. Mais je parlais des ondulations du vivant, les contractions de l'utérus. Cet utérus qui est minuscule en dehors d'une grossesse, je sais pas, j'ai pas un chiffre certain en tête, mais ça doit être aux alentours de 45 à 50 grammes. Un utérus, il fait 2 kilos au moment de la mise au monde, même un peu plus, 2 kilos, 2 kilos et demi. C'est énorme. Et il passe de gros comme ça à gros comme ça, quoi. Voilà. Eh bien, moi j'aime bien aussi rappeler que ça ne se fait pas sans contraction de l'utérus. On n'a pas des contractions que le jour de l'accouchement. Les contractions de l'utérus, on en a dès qu'un utérus est gravide, dès qu'un œuf s'est implanté dedans, parce que il va falloir qu'il se contracte beaucoup pour fabriquer des fibres supplémentaires. Pour agrandir la maison, pour que l'enfant puisse effectivement y être accueilli. Un utérus qui ne pourrait pas grandir, il aurait effectivement, à un moment donné, arrivé à ses limites, il éjecterait son contenu, il ne pourrait pas. Voilà. Une maison trop petite, elle ne peut pas accueillir 50 personnes. Là, une maison trop petite ne veut pas en accueillir un. Pourtant, il est capable, cet utérus, d'accueillir 1, puis 2, voire 3 enfants en même temps. Et triplés. Et tout ça, ça ne peut se faire que parce qu'il y a des contractions. Donc, les contractions, elles sont bienvenues au lieu d'être redoutées. Et ça aussi, c'est un apprentissage. C'est quoi une contraction? À quoi ça sert? Et tout au long de la grossesse, elles pourront reconnaître qu'elles ont des contractions, reconnaître qu'elles sont là et qu'elles sont bienveillantes, qu'elles aident à la progression de la grossesse au lieu d'être redoutées comme étant la phase difficile de l'accouchement. Donc ainsi, chemin faisant, parce que plein de choses petit à petit émergent, nouvelles, à découvrir, elles sont en soi des préparations à l'apothéose qui sera finalement la mise au monde de cet enfant. Est-ce que dans ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup cette notion de ralentissement, cette notion d'ouverture de la femme, cette notion d'accueil à cet autre qui est là à l'intérieur d'elle. Est-ce que cette ouverture, ce ralentissement, c'est aussi fait pour l'amener, pour faciliter le lien avec ce nouvel être, avec ce bébé? Comment elle est 24 heures sur 24 avec? Et comment est-ce qu'elle sait ce qui se passe à l'intérieur?
c'est pas mental, c'est pas intellectuel, mais elle le sait. Je pense que toutes les femmes sont, parce qu'elles sont reliées hormonalement, et qu'on sait maintenant que les hormones fabriquent nos sentiments, elles sont intimement reliées à cet enfant. Je suis intimement convaincue, et là j'ai plein d'exemples éventuels à réveiller en ma mémoire, qui sont venus confirmer que ces femmes sont intimement convaincues de ce qui se passe pour leur bébé. C'est-à-dire qu'elles savent si l'enfant ne va pas bien. Et je trouve que le plus compliqué dans le parcours de la grossesse, c'est d'aller les rassurer sur cette compétence qu'elles ignorent avoir. Elles sont en général beaucoup trop éloignées justement de cette sensibilité-là, pour leur grande majorité, au bénéfice de la confiance qu'elles feraient à des éléments techniques. Petit à petit, au fil de l'évolution, je dirais, des techniques médicales et des investigations qui sont possibles sur la grossesse, je crains qu'on ait fait perdre cette sensation première qu'ont toutes les femmes, qu'ont toutes, je dirais, les femelles. Il suffit d'avoir une chienne ou une chatte à la maison pour l'avoir vue et pour avoir vérifié combien elles étaient capables de savoir ce qui se passait dans leur corps, y compris au moment de la mise bas, pour les femelles chiennes ou chattes. Ça m'avait frappé de voir justement un jour une chatte pousser hors de nid celui qui n'était pas comme il faut. Qu'elle n'a pas du tout laissé approcher de la mamelle, parce que de toute façon, celui-là, il n'était pas conforme, il n'était pas comme viable, on va dire. Oui, tout à fait. Ça veut dire que cette compétence qu'ont les femmes, et elles me l'ont prouvé en sentant effectivement ce qui se passe à l'intérieur. Et quand elles viennent avec une inquiétude sur leur bébé, il va falloir d'abord que je décortique quels seraient les perturbateurs qui seraient venus tout à coup lui faire penser que son bébé n'allait pas bien, parce que le plus souvent, c'est externe et c'est pas de l'intérieur. Et les ramener à l'intérieur leur fait redécouvrir que finalement le bébé va bien. Moi, c'est remettre les choses dans le bon ordre, en fait. Alors que l'exemple le plus frappant, c'est la femme qu'on surveille, qui est sous haute surveillance, qu'on a même hospitalisée sous prétexte qu'il y aurait quelque chose d'anormal au niveau de la fonction placentaire, par exemple, et qui, malgré toute cette surveillance, eh bien, de temps en temps, un bébé nous échappe. Entre deux contrôles, par exemple. Et pour avoir malheureusement eu l'occasion de rencontrer des femmes qui avaient vécu ce genre de difficultés, et en allant à la pêche un petit peu de ce qui avait pu faire leurs émotions à l'époque, elles me disent que souvent elles ont senti quelque chose du côté du bébé, comme un signal, mais qu'elles n'ont pas eu envie de l'écouter parce qu'elles ont fait confiance à la technique quelque part. Donc, c'est réveiller un peu cette compétence qu'elles ont qui, moi, m'apparaît très intéressant. Et puis surtout, aller les apaiser dans ce que moi, je baptiserais volontiers la toute-puissance maternelle aussi, qui viendrait tout à coup les mettre dans une position où elles auraient une responsabilité totale et entière de ce qui advient de cet enfant. Or, il a son propre chemin dans l'utérus maternel. Il est implanté, il est un être à part, il a un placenta fonctionnel, etc. Et tout ce qui advient à la mère ne va pas forcément avoir un retentissement sur l'enfant directement. Voilà. Notamment sur le plan émotionnel. Mais je vais jusqu'à penser, alors ça c'est mes élucubrations, notamment quand il s'agit de soi-disant peur d'accoucher prématurément, alors qu'il n'y a aucune raison physique, pathologique, repérable. Eh bien, j'ai le sentiment que si je ne vais pas, moi, à la pêche de ce qui pourrait rendre tout à coup la mère incapable de poursuivre sa grossesse sur un plan vraiment profond, émotionnel et peut-être indicible, elle serait bien plus en danger
de terminer cette grossesse que sur la recherche seule de points de repère physiques, quoi. Je dirais l'école, je sais pas quoi d'autre, enfin bref. Parce que je me demande, il y a des interactions tellement permanentes entre la mère et l'enfant que je peux tout à fait imaginer, et ça fait écho à des situations que j'ai rencontrées évidemment, parce que sinon j'aurais peut-être pas pensé toute seule, mais une femme pour laquelle la grossesse est devenue impossible à poursuivre. Qui est trop lourde, trop... Pour des raisons qui sont même pas peut-être conscientes, totalement conscientes. Et c'est pour ça, je trouve qu'il est très important de prendre soin des mères. Oui. Prendre soin globalement des mères. Parce qu'une mère qui tout à coup ne pourrait plus poursuivre sa grossesse, j'ai l'idée que c'est les accouchements complètement inopinés sur lesquels on n'a pas vu venir et que l'enfant se met au monde, là, pour sauver sa mère, j'ai envie de dire. Comment dire ça? L'enfant, j'ai dit au début que il colonisait le corps de sa mère, mais l'enfant sait, biologiquement, qu'il ne peut pas aller à son terme sans l'aide de sa mère. C'est pour ça que, quelque part, c'est une interaction permanente entre les deux. Et j'ai l'idée que si, effectivement, émotionnellement, la mère ne peut plus poursuivre sa grossesse, pour X raisons que je ne saurais peut-être jamais, parce qu'elles ne sont pas exprimables, peut-être consciemment, mais cet enfant peut recevoir qu'effectivement, à un moment donné, il ne peut pas l'obliger à aller plus loin, et que ce serait un motif peut-être de se mettre au monde pour sauver sa mère, qui deviendra compétente pour s'occuper de lui après, avec son lait, avec tout son amour, avec tout ce que... Parce que c'est pas forcément l'enfant qui est en cause dans cette affaire. L'enfant peut avoir été accueilli avec plaisir par la mère, peut avoir été conçu avec la volonté de l'avoir, enfin l'envie de l'accompagner. Mais il peut y avoir des incidents de parcours qui font que tout à coup, pour la mère, c'est devenu impossible à se poursuivre. Et donc, malgré toutes nos techniques médicales, je vois bien que de temps en temps, il y en a qui se mettent au monde. Et quand le malaise de la mère a été suffisamment profond qu'on n'a pas su en prendre soin, ça pourrait bien être une raison. Mais ça, c'est pas démontré scientifiquement. Oui. Ce que je trouve chouette dans ce que tu dis, c'est cette notion, c'est comme si l'enfant prend soin de la mère. En fait, il a besoin d'une mère qui soit en forme quelque part. C'est un peu ça. Et que la mère a à écouter, à pouvoir se mettre à l'écoute de ces messages de l'enfant. Oui, tout à fait. J'ai même l'idée, ça c'est quelque chose que je propose volontiers aux mamans qui se sentent un peu trop responsables de tout, en disant, laissez l'enfant aussi vivre sa vie, ne soyez pas trop étouffante, quelque part, mais essayez aussi de l'utiliser, entre guillemets, mais de l'avoir comme partenaire, comme allié, plutôt comme une charge. Et ça, pendant la grossesse, c'est important. Ça allège complètement la plupart du temps. Et ça allège cette notion de toute puissance dont elles n'ont pas conscience, justement. Mais et qui, quelque part, initie aussi la manière dont elles vont accueillir cet enfant et puis peut-être le regarder grandir tout en le protégeant, mais sans le faire à sa place, quoi. C'est toujours la même idée, quoi. Sentir qu'il n'est pas fragile, quelque part. Il n'est pas aussi fragile, peut-être, qu'elle, de temps en temps. J'ai l'idée vraiment, et ça c'est dans ma fonction de sage-femme accompagnant des naissances et des femmes enceintes, j'ai vraiment l'idée que c'est d'abord et avant tout les mères qui ont besoin, c'est d'elles qu'il faut prendre soin, voilà, avant tout. L'enfant, je lui fais une confiance, mais quasi absolue. S'il est là, c'est qu'il est capable de se mettre au monde, c'est qu'il est... voilà. En plus, on a plein de manières de l'observer maintenant pour vérifier qu'il est a priori en bonne santé. Bon. Ceci dit, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir quelques-uns. Bon, voilà, c'est pas un monde parfait non plus. Hein. Mais j'ai l'idée, effectivement, que nous devons d'abord et avant tout prendre soin des mères. Ça ira bien pour les bébés. Oui. Et du coup, le père, qui est face à ça. Ben oui. Alors le père, bien entendu, c'est le gardien du seuil qui doit protéger l'ensemble. La bulle, la mère, elle vit dans une espèce de bulle que lui crée cette grossesse sur un plan notamment émotionnel, mais qui va faire que petit à petit, beaucoup de choses vont changer dans ses comportements.
sociaux, familiaux, etc. Et le père va être la personne qui va avoir le devoir, là pour le coup, parce que lui, il va pas changer complètement, mais il va avoir le devoir d'éviter toutes les agressions extérieures et puis surtout l'aider à calmer le jeu, à s'écouter, etc. Et moi, je lui donne un rôle essentiel, notamment dans le parcours de la grossesse, à être attentif, à peut-être lui rappeler à elle un peu des bornes de son adaptation nécessaire, mais je vais surtout lui donner la responsabilité à ce monsieur d'être le gardien de toute cette protection quand ils vont se retrouver face à d'éventuels alors prédateurs, c'est peut-être un peu fort, mais face à des personnes qui pourraient tout à coup venir la déloger de là où elle ne devrait pas être délogée. Et là, j'en arrive et je fais un bond, mais je vais revenir un peu en arrière, dans l'approche de la naissance, et ça sera essentiellement dans le 3e trimestre, où il y a aussi une bascule au niveau des perceptions maternelles. On va dire que le 2e trimestre est peut-être un tout petit peu plus calme, sauf l'apparition un peu plus fréquente, mais c'est plutôt la fin du 2e trimestre, de beaucoup plus de contractions au moment où le bébé se met à grossir. Et là, il faut bien mettre de nouvelles pierres à la maison. Plus, quoi. Oui, il faut vraiment que la maison grandisse, donc l'utérus se contracte davantage. Donc là, il y a un petit passage un peu plus compliqué, où effectivement, là aussi, il faut accompagner les mères sur ce qui est normal et ce qui pourrait ne plus l'être. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais c'est vrai que c'est un moment aussi au cours de la grossesse qui me paraît extrêmement fragile pour les mères. Et puis c'est un moment qui est souvent identifié comme étant un risque majoré d'accouchement prématuré. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout ce que j'ai dit avant. C'est qu'effectivement, c'est pas la contractilité de l'utérus qui est un signal, mais tout ce qui pourrait être, ce qui se vit pour la dame qui pourrait la mettre en danger et mettre aussi l'enfant en danger. Mais donc, il est naturel aussi que dans le 3e trimestre, l'utérus, le bébé, le placenta, enfin tout et la mère avec, se préparent à la fin de cette grossesse. Donc, il y a effectivement un bébé qui a une croissance assez rapide et assez exponentielle, un utérus qui précède souvent la croissance du bébé en se contractant pour faire de la place. Et puis, il y a, à un moment donné, une bascule de sensations qui va remettre plus vers la perspective de l'accouchement. C'est-à-dire que le 3e trimestre sert à se préparer à la sortie, en fait. Et ça se joue sur le plan hormonal, sur le plan de l'activité utérine. Plus on approche effectivement du terme et plus l'activité utérine va être importante, plus il y aura de modifications du col, etc., etc. L'enfant aussi va se préparer, c'est-à-dire qu'il se met jamais au monde sans avoir mis des provisions dans sa musette, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y aura des modifications aussi, lui, qui vont s'opérer pour lui permettre de se mettre au monde. D'ailleurs, j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'avais découvert que, par exemple, une femme qui romprait sa poche des os et qui aurait, la plus grande des raisons d'accoucher prématurément, j'ai découvert combien il était très très important de la laisser se mettre en travail toute seule et qu'elle ne s'y met jamais avant qu'il ne se soit passé au moins 48 heures, sauf si on la titille ou si on provoque des choses, parce que c'est le temps qu'il va falloir à cet enfant, pris peut-être lui de court, pour faire des provisions, pour se préparer. Wow. Au niveau de ces globules rouges qui vont se charger l'oxygène, enfin d'hémoglobine pour supporter le temps des anoxies que procurent les contractions. Qu'est-ce qu'il fait encore? Son surfactant, là, pour que ses poumons puissent s'emplier et qu'il respire sans dommage, etc. Donc, il doit préparer son adaptation, quoi. Mais moi, j'ai trouvé tout à fait fabuleux, justement, que quand un incident de parcours, que ce soit l'enfant qui se met au monde brusquement, alors peut-être, je répète pour sauver sa mère, je dis bien peut-être, parce que ce sont des hypothèses et mes élucubrations,
mais que je relie quand même à des phénomènes biologiques possibles, on va dire, eh bien, je vois bien que ces enfants-là, et j'en ai eu quelques-uns que j'ai eu l'occasion de voir ou d'accueillir, eh bien, ceux-là ne font pas de problème d'adaptation respiratoire, même s'ils ont été mis dehors très vite, comme s'il y avait quelque chose qui s'était quand même préparé. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que les connexions mère-enfant sont quand même extrêmement fines. Voilà. Donc le papa, j'y reviens. Le papa, et les prédateurs. Et les prédateurs. C'est tous ceux qui viennent à un moment donné, et notamment pendant l'accouchement, mais aussi pendant la grossesse, mettre en difficulté la confiance que pourrait avoir cette femme en elle-même et dans son bébé. Ça peut être la voisine qui le raconte à Oui, ça peut être la grand-mère, la belle-mère, les voisins, la sage-femme, le médecin. Voilà. Tous ceux qui mettent en doute la capacité de la femme à mettre au monde l'enfant. Sa capacité à mettre au monde, mais sa capacité à être aussi en lien direct avec son enfant. Donc savoir qui n'a pas entendu au moins une fois une femme alors que l'équipe s'agite autour d'elle. Je sens que mon bébé va bien. Pourquoi ne pas la croire? Pourquoi alors que pendant la grossesse il y aurait tout à coup des signes mesurables d'un col qui se serait raccourci? Pourquoi ne pas croire cette dame qui dit « je sens que tout va bien et je me sens bien ». À celle-ci, il faut surtout pas apporter une aide qui serait inadaptée. Par contre, à celle qui vient en disant qu'elle ne va pas bien, qu'elle sent qu'elle-même ne se sent pas bien, qu'elle se sent pas en sécurité, alors que tous nos points de repère cliniques paraissent parfaits, celle-ci doit requérir la plus grande attention. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose, mais ça veut dire une vigilance autour d'elle. Ouais. L'apprendre. Je dirais, si je donne une métaphore, c'est vraiment la prendre dans ses bras et la bercer. Ouais. Et ça peut évidemment être le rôle du monsieur. Et le monsieur, pendant cette grossesse, il faut qu'il soit, lui, prêt à cela, à ce rôle-là, à prendre soin de celle qui lui paraissait la femme forte, par exemple. Ouais. Notamment celle qui, justement, montre toujours qu'elle est toujours présente, toujours forte, toujours là, faisant tout. Eh bien là, c'est tout à coup peut-être remettre l'homme sur le chemin de... Elle va avoir besoin là d'être peut-être protégée. Alors les prédateurs, j'en ai parlé largement, ils peuvent être de tous côtés. Le rôle que je vais lui proposer à ce monsieur pendant la grossesse, notamment, ça va être celui justement de protéger. J'ai envie de leur parler de cet état de conscience particulier dans lequel, à un moment donné, une femme va basculer grâce à ses hormones quand le moment de la mise au monde sera là. Il y aura un démarrage, un peu comme une locomotive qui démarrerait de manière tranquille. Tout le monde ne démarre pas de la même manière, mais il y en a qui vont démarrer très vite, d'autres qui vont démarrer très lentement. C'est ce que nous, on appelait dans notre jargon le pré-travail. C'est le temps du repérage, temps de se dire tiens, ça y est, aujourd'hui c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être parce que les contractions sont pas les mêmes, parce que tout à coup. Mais la dame, elle est encore plein dans sa tête à ce moment-là, c'est une émotion, mais c'est aussi je suis dans le management de mon accouchement. Il faut que je repère si j'ai beaucoup de contractions, Donc j'aime bien leur dire que plutôt que de repérer des rythmes, il faut repérer une montée progressive en puissance, par palier souvent, comme si on montait un escalier. Et là, je vais demander de l'aide au monsieur, parce qu'au bout d'un moment, la dame, elle sera plus capable de rien du tout repérer, parce qu'elle va être fatiguée, parce qu'il y a plein de raisons comme ça. Donc, je vais prendre un soin minutieux à demander à ce monsieur d'apprendre à repérer comment ça fait une contraction. Il peut s'entraîner sur sa cuisse, ou sur son biceps, sur des muscles à lui, quand il n'est pas tout le temps sur le ventre de sa femme à sentir. Mais il pourra aussi les mesurer sur l'utérus, bien sûr. C'est de sentir comment un muscle monte en puissance de contraction en devenant de plus en plus dur, comment ça arrive à un sommet,
Quand c'est au sommet, comment ça redescend? Parce qu'il va devoir faire ça pendant toute la durée de l'accouchement, dès qu'elle sera en difficulté, pour l'aider à être ici et maintenant et pas ailleurs et pas dans sa tête. Parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir basculer dans cet état de conscience complètement différent, dans lequel ce sera la vitesse de croisière, je dirais, le pilotage automatique. Grosso modo, quand les contractions, après un certain temps, seront devenues suffisamment difficiles à supporter par la dame, ce que je vais demander au monsieur, c'est de l'aider, à chaque fois qu'elle sera au sommet de la côte de sa contraction, de redescendre en roue libre. À repérer ce passage-là. Voilà. De telle sorte que seul le repos entre deux contractions soit utilisable par la dame. Autrement dit, je vais donner la mission au monsieur de gérer la descente de la côte et de gérer le repos de la dame. Parce que la contraction, il y a qu'elle qui peut non pas la gérer, mais la traverser comme elle pourra, et il n'y a pas de bande med. Faut pas espérer qu'elle ne la sentira pas, sauf qu'à un moment donné, son corps va voler à son secours via ses hormones, et qu'elle va être endorphinée complètement pour la faire basculer justement dans un autre état de conscience. Donc c'est ce moment de passage. Et là, je vais aussi donner la mission au monsieur de faire alliance avec, s'ils accouchent dans une maternité X, et dans laquelle ils ne sauront pas exactement quelle personne sera avec eux ce jour-là, je vais donner la mission à ce monsieur de venir redire à cette dame qu'ils se sont préparés avec un objectif, peut-être, d'accoucher le plus simplement possible, le plus naturellement possible, et que ça va être uniquement parce qu'elle saura les aider quand ils seront en difficulté qu'ils vont peut-être y arriver. Et donc lui demander si elle est d'accord pour les aider à aller jusqu'au bout. Sachant qu'il y aura un moment forcément difficile, pas toujours, mais souvent, avant justement que ça bascule dans cet état un peu particulier. Et que là, si le monsieur a une place, mais vraiment capitale à jouer à ce moment-là, c'est de rappeler effectivement le projet, de se passer par exemple de péridurale, de savoir qu'on a confiance dans le bateau qui emmène le bébé à bord, c'est-à-dire la mère, on a confiance dans le bébé, mais qu'on aura peut-être besoin que la sage-femme qui est là vienne leur confirmer à ce monsieur, tout au moins, que tout va bien, qu'il n'y a pas de danger, que la maman va bien, que le bébé va bien, pour que lui sache qu'il peut continuer. Alors, il va être auprès d'elle pour toujours mesurer qu'on est en haut de la côte, puis l'encourager. Et moi, je leur apprends souvent à réciter comme une espèce de mantra. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas déloger la dame. Donc, il faut lui donner, en gros, 2 mots, 2-3 mots, qu'on va répéter inlassablement. C'est le monsieur qui va les répéter. Oui, c'est bien. Pas plus, quoi. Pour surtout pas re-stimuler son mental. Un peu comme une petite litanie. Une ritournelle. Une ritournelle. Tout à fait. Tout à fait une ritournelle. Alors, j'en ai parlé à la dame pendant la grossesse de ça, évidemment. Mais je confie cette tâche-là au monsieur. Et il va falloir qu'il soit présent, omniprésent, sans arrêt, près d'elle. Voilà. De temps en temps, c'est elle qui le chassera. Bon, très bien, c'est qu'elle s'en sort toute seule. Mais quand elle aura vraiment besoin d'aide, il faudra qu'il soit là pour effectivement. Et puis, demander à l'équipe qui est là autour de bien lui confirmer que tout va bien. On peut continuer comme ça. C'est un peu comme si c'est plus lui qui est en contact avec l'équipe qui est autour. Mais oui, moi il me semble important que quand la dame arrive et qu'elle est vraiment dans cette phase active ou qu'elle est en difficulté, elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas, que tout va bien, enfin qu'il n'y a pas de danger. C'est la première chose qu'elle a besoin de savoir pour se rassurer. Mais le plus souvent, quand elle est en difficulté et que le démarrage n'est pas vraiment très lancé, ce qui arrive, c'est dans la phase de pré-travail, et qu'elle est exténuée et qu'elle a l'impression d'avoir tellement mal qu'elle se pense sur le point de mettre au monde, par exemple, j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils aillent demander de l'aide à la sage-femme à se remettre sur la bonne voie. C'est-à-dire la voie du « j'utilise surtout le repos entre 2 contractions ». C'est-à-dire que j'ai besoin de revoir, et ça le monsieur il a besoin de revoir ça avec la sage-femme qui va l'aider. Oui, là vous voyez la contraction, on est à son sommet, là ça redescend, pour qu'il se remette sur la bonne voie, la bonne trajectoire, et on repart sur réutiliser le repos. Parce qu'il y a toujours
plus de temps de repos que de temps de contraction? Toujours. 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 Donc en fait, l'accouchement, c'est un long temps de repos? Il faut travailler. Enfin, moi, ça me paraît essentiel, et je sais bien que c'est pas le discours le plus fréquent, mais je pense essentiel de travailler sur le temps de repos plus que sur le temps de la contraction. Le temps de monter la côte, je fais souvent des comparaisons, encore une fois, je vais en faire une, mais quand vous montez, je sais pas moi, l'Everest à vélo, j'ai jamais fait, mais je pense qu'à un moment donné, on doit avoir un peu mal au mollet. Et puis on a, les coureurs Tour de France, tiens, ils vont pas si haut, ils vont au Ventoux par exemple. Mais ils ont la clap sur le côté pour les encourager. Ils ont la voiture balai au cas il y en a un qui vraiment ne supporte plus. On a tout ça à l'hôpital. Hein. On a la voiture balai, ça va être l'anesthésie. On a le chirurgien si on a besoin d'une césarienne. Mais on a surtout besoin de l'encouragement pour aller plus loin, plus loin, plus loin, pour monter jusqu'au sommet. Parce qu'après, on descend en roue libre. Et c'est ça qui donne des forces pour la suivante, etc., etc. C'est tout bête. Mais pour le coup, je suis sûre qu'il faut surtout protéger le temps de repos à tout prix pour éviter de faire monter, par exemple, le tonus de base et arriver à une contracture. Donc, c'est là-dessus, moi, je vais travailler le plus avec les papas. Qui soit à la fois l'interlocuteur qui fait l'interface toujours entre sa compagne et le personnel qui les accueille. C'est pas elle qui doit répondre sur depuis combien de temps elle a des contractions, ni si elle en a beaucoup, ni quel est son âge, sa date de naissance. Il sait tout ça. Donc c'est lui qui doit répondre. Faut pas déloger la dame d'où elle est. Surtout si elle est bien embarquée. Et demander de l'aide, parce que, encore une fois, quand on sait demander l'aide par rapport à nos propres besoins, on attire toujours la sympathie de l'autre. Je ne connais pas de sage-femme qui soit suffisamment, ou plus exactement, j'ai envie de dire que toutes les sages-femmes sont suffisamment bonnes pour apporter cette aide dès lors qu'on leur demande. Et qu'on n'arrive pas en disant « je veux pas ci, je veux pas ça ». Qui va les braquer forcément. Donc c'est vraiment une question d'attitude, d'ouverture, là encore, que je demande aux hommes et aux femmes qui viennent accoucher à la maternité, parce que je sais que les gens qui vont les accueillir seront bienveillants dès lors qu'ils savent leur demander, avec humilité, tout simplement. Parce que c'est une traversée qu'ils font peut-être pour la première fois, mais pas tous les jours, alors que les gens qui les accueillent ont l'habitude de ces traversées et de guider l'embarcation. C'est cette notion d'allié que tu donnais que j'aime bien. Et l'image que j'ai, là, c'est comme si il y a effectivement la femme, où tu dis la barque avec le bébé qui sait, quelque part, lui, il sait y aller. La mère, elle suit, elle s'adapte, et en même temps, son corps sait, peut-être que sa tête sait pas, mais son corps sait. Le père, lui, connaît un peu la barque de sa compagne, mais c'est pas tout à fait pareil. Et il y a vraiment cette notion comme si c'était plein de compétences spécifiques et en même temps complémentaires. Tout à fait. Le monsieur, c'est la garantie émotionnelle et affective et protectrice pour cette dame, parce que c'est lui qui la connaît le mieux, et c'est lui qui sait ce qui va pouvoir lui être utile. Quand ça m'arrive d'être auprès d'une femme qui va accoucher, et que je me réfère presque toujours, au moins une fois ou l'autre, au monsieur, pour lui demander ce qu'il pense de la manière dont elle se comporte, par exemple, pour m'assurer que moi je fais pas fausse route, parce qu'effectivement il la connaît intimement beaucoup mieux que moi. La mère, elle a à se laisser faire par rapport à des sensations qui vont forcément, à un moment donné, l'envahir et peut-être lui faire, comment dire, lui créer des résistances, par peur. Donc elle a besoin d'un environnement qui lui paraît sécure. Son homme est la première sécure, affective. Puis après, le lieu dans lequel elle arrive doit aussi être un milieu sécure. Et je trouve que pour elle, il est utile et important qu'elle vérifie, ou que son homme vérifie qu'effectivement, ils partent avec cette idée que ce lieu est sécure, mais il est sécure parce que les gens qui vont les accueillir vont être des alliés, voilà. Qui sauront les aider sur le chemin sur lequel ils ont décidé d'aller. Et après, c'est cette notion, dans ce chemin, de pouvoir s'adapter à l'imprévu. Tout à fait. Mais l'imprévu, c'est déjà le jour J. Oui, tiens, moi aussi.
je croyais pas que j'accoucherais ce jour-là. Oui. Ou mon homme est pas là, comment je fais? Sauf que ça arrive rarement, ça. Mais bon, ceci dit, c'est ça, voilà. Nous ne maîtrisons ni le jour de notre arrivée au monde, ni le jour de notre départ. Ça ne veut pas dire que ça ne se maîtrise pas, puisqu'il y a des gens qui décident du jour où ils vont partir, et d'autres pour lesquels on va décider du jour d'arrivée. Parce que c'est pas lui qui le décide forcément. Mais ça, c'est déjà l'imprévu de base. Puis après, il y a l'imprévu de toutes les sensations. J'aime à dire aux femmes, parce que j'aime bien utiliser des mots simples aussi pour que ça s'intègre bien, mais que le moment de la mise au monde, c'est être traversé par la vie. Et laisser son corps traversé par la puissance du vivant, c'est fabuleux. Et j'aime bien leur faire un petit exemple par rapport à la graine, par exemple, du pissenlit qu'on a, sur lequel on a fait passer 5 tonnes de rouleaux compresseurs avec du macadam dessus. Eh bien, cette petite graine, toute fragile a priori, elle trouve le moyen de fissurer le bitume et de sortir et de fleurir. Eh bien, la mise au monde, c'est se laisser traverser par cette puissance de vie. Ce bébé là. Et ça veut dire que, moins elle sera résistante, moins le craquellement du bitume sera difficile. Ouais. Écoute, je t'écouterai pendant des heures et des heures. Et là, ce que je t'invite, même si je sens qu'il y a déjà plein d'éléments dans ce que tu as exprimé là, s'il y avait une phrase que tu avais envie d'offrir à ces femmes, à ces couples, d'offrir au monde, dans ce que tu portes là et qui t'aperle un peu, ça serait quelle phrase? Justement, se laisser traverser par le pouvoir vivant. Parce qu'il n'y a rien à faire, juste accueillir de se laisser traverser par la vie. C'est une énergie d'une telle puissance. Tu peux leur dire directement? Eh bien, soyez comme la fleur, comme la graine qui est capable. La graine, c'est la maman qui laisse la puissance vivante l'ouvrir, la traverser et fleurir à la vie. Merci Jacqueline. Merci Maïti. Alors, je vais te proposer un exercice en supposant par exemple que tu es la femme enceinte et ça peut être tout début de la grossesse et que je suis ton compagnon. De telle sorte que tu puisses le reproduire chez toi. Alors l'idée c'est de se centrer déjà, d'être dans son axe. Se centrer, ça veut dire qu'on se met dans ses pieds. On commence par bien explorer dans le sol chaque orteil, les coussinets, le talon. Puis on va faire des petits mouvements d'avant en arrière, sur le côté, pour bien s'enraciner, bien poser dans ses pieds. Vérifier qu'on a les genoux pas trop rigides. On peut même s'essayer à rigidifier les genoux et puis les relâcher puis sentir ce que ça fait au-dessus. On sent en général que le bassin fait glong. Voilà, et que au-dessus, voilà, on est érigé par la force du sol et notre squelette qui nous érige vers le haut. Voilà. Donc la proposition, va aller dans le sens d'apprendre à se laisser faire, à lâcher nos résistances, à faire confiance à l'autre et à soi. T'es d'accord? On va essayer ça. Alors, on va prendre nos mains. On va bien tenir nos mains, voilà. On prend contact avec l'autre. On évalue d'ailleurs déjà comment sont nos épaules. On peut même fermer les yeux. Voilà. On prend, contact avec notre respiration, avec notre axe, avec la chaleur que nous procure l'autre, avec comment on ressent l'autre. Alors, je vais te proposer, je vais commencer. On laisse bien nos bras, voilà, comme ça. Donc, on ne bouge plus. Je vais donc commencer et je vais je vais rouvrir les yeux, je vais mobiliser ton bras et vérifier. Tu vas sentir, toi, si tu résistes ou pas, moi aussi peut-être. Comment tu es capable de te laisser faire tout ce que je te fais faire sans résister.
Pas toujours ça. Ça veut dire confiance dans l'autre, qui va pas te faire des choses dangereuses. Et accepter de ne pas savoir ce qu'il va te faire. Ok? Je te propose de me faire la même chose avec ton bras. J'ouvre les yeux. Et moi, je ferme. C'est peut-être moi qui vais résister. Je vais te faire maintenant. On va bouger nos deux bras ensemble. Alors, c'est moi qui te les fais bouger toutes les deux. C'est amusant, hein? Voilà, tu essayes de me faire la même chose. Et en fait, c'est presque aussi difficile de guider que de se laisser guider, je trouve. Et voilà. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on le fasse toutes les deux, sans savoir exactement qui guide l'autre, que ça se mélange, là qu'on sache plus très bien. Là, j'ai commencé, mais tu vas prendre, voilà, on va bouger ensemble. Qui fait bouger l'autre n'a plus espèce d'importance. C'est très agréable.
penses qu'on le fait à chaque fois un peu plus longtemps que ce qu'on a fait là? Là, voilà. Ce qu'on a fait là, il faut faire un échange d'abord en diagonale. C'est-à-dire, si c'est toi qui commences avec ce bras, moi je poursuis avec cela, puis après tu me fais bouger. Tu peux me faire aussi en diagonale. Après, il y a toutes les variantes possibles et imaginables. Mais ce qui est surtout important, c'est de restituer après l'un à l'autre ce que l'on a ressenti pendant l'exercice. Du son, voilà. Par exemple, qu'est-ce que tu voudrais me dire là, de ce que tu as senti? Tu m'as dit que tu trouvais ça très agréable, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que je te dirigeais trop fort, ou bien au contraire que tu résistais, ou bien est-ce que tu as senti des choses comme ça? Je sens qu'il y a des espaces au début quand tu me dirigeais qui sont qui ont du mal à lâcher. Oui. Après, je sais pas si c'est ceux où tu as senti que je résistais, si c'est l'éternelle question, mais ça n'empêche des espaces où je sens que j'ai pas envie de lâcher la prise, tu vois. Et de te diriger, je sens que ça va vraiment aller chercher à l'intérieur de moi un truc, ok, allez, j'affirme quelque chose. Alors qu'après, quand on était toutes les deux, c'est beaucoup plus de l'ordre de la respiration. Oui, c'est plus harmonieux. J'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui était entre nous deux et qui se mettait en mouvement, quoi. Et du coup, il y a plus de questions. Et alors, du coup, tu vois l'intérêt que ça peut avoir pour qu'un couple se prépare? Bien sûr. À cette espèce de fusion particulière qui va entourer la mise au monde dans leur enfant. Ouais. La confiance mutuelle, la confiance dans celui qui est là, au milieu, qui est informellement là entre eux deux, mais qui est aussi, toute cette, ça paraît un petit exercice très simplissime, mais qui met tout ça aussi en mouvement. On peut le faire avec les pieds aussi, la même chose. D'accord. Allongé au sol, et puis on joue avec nos pieds comme ça. On a un petit peu bougé. La même chose que c'est vraiment rentrer à la fois dans ces sensations, dans ce que ça me fait au-delà du physique, ce que ça fait émerger comme pensée aussi particulière, et je trouve que c'est d'une richesse assez extraordinaire et puis on peut le faire plein de fois et avoir des sensations toujours différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci aussi.